Oui, mon chéri, tout ce que tu voudras, mais ça n'a rien à voir avec l'amour, ça a à voir avec mon cul. Mais Charlotte n'a rien à voir avec mes fonds de bouillon. Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Le communisme n'a rien à voir là-dedans. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est pour le cinéma ou la télé? La planète Clendatu, un humoriste étrange de la propagande, et Danny DeVito. Deux films qui à première vue n'ont rien à voir, mais on va quand même essayer d'en faire des parallèles foireux. Bienvenue dans Rien à voir les films, épisode 10. Déjà, Benjamin, bonjour, 10e épisode, qu'est-ce que ça te fait? Eh bien Thomas, je suis ému, voilà, j'ai les larmes aux yeux. Non. C'est cool, franchement, qu'on ait réussi à en faire 10, voilà, entre guillemets, en aussi peu de temps. Enfin, on s'est tenu un bon rythme, je trouve. Toujours de bons retours, j'ai l'impression qu'on arrive à rester un minimum pertinent. Ouais. Donc voilà, ça fait plaisir de faire cette aventure avec toi. Plaisir partagé, évidemment. Ça fait depuis du coup début 2024 qu'on a commencé ça. Donc on a parlé de 20 films, enfin avec en comptant cette émission, 20 films, plus un petit hors-série qu'on avait fait sur Dune. Et en vrai, on prend toujours autant de plaisir, enfin moi en tout cas, à faire cette émission. Et on essaie de s'améliorer continuellement en termes de technique, en termes de contenu aussi. Donc si vous avez des idées aussi d'amélioration, n'hésitez pas à nous les suggérer en nous envoyant un petit message sur notre compte Instagram Rien à voir les films. Et pour ceux qui nous découvrent, déjà bonjour, je m'appelle Thomas. Et avec Benjamin, chaque semaine, on parle de deux films qui nous plaisent, on les compare, on les décortique pour trouver des points communs ou des points de divergence. Et on fait des digressions, et on parle de tout et n'importe quoi en lien avec ces films et en lien avec le cinéma de manière générale. On nous a posé une question déjà, comment est-ce qu'on choisissait nos films ? Comment on choisit les films qui passent dans le podcast? Alors déjà, on alterne, un coup c'est Benjamin qui choisit, un coup c'est moi. Ou des fois les invités, quand on en a. Voilà, donc avec Florent, quand on arrive à faire correspondre les emplois du temps, il vient aussi nous suggérer des films. Et la règle est simple, en fait, on prend deux films qui déjà n'ont rien à voir, de deux genres différents, qui peuvent être de pays différents, d'époques différentes, ou à l'inverse, deux films qui se ressemblent énormément. Mais il faut que ce soit surtout des films qu'on aime, c'est le plus important, parce que je vois pas beaucoup d'intérêt à parler d'un film qu'on n'aime pas, sauf peut-être Alien vs Predator 2. Mais je l'aime un peu quelque part, c'est un plaisir coupable. Ouais, je crois que t'as envie d'en parler, on en parlera peut-être un jour. Si on parle de deux films qui sont très mal éclairés, peut-être. Et justement, pour la semaine prochaine, ça sera à vous de choisir les films dont on parlera. Ça va se passer sur notre compte Instagram. On va vous mettre un sondage en story le lendemain de la sortie de cette émission, donc normalement le jeudi 28, si on fait bien les choses. Ça dépend de toi, donc tu t'engages. Écoute, on va essayer. Le lien de notre compte Insta est dans la bio de ce podcast. Et s'il vous plaît, vous pouvez le noter, le partager, en parler à vos amis, à votre famille qui aiment le cinéma. Et cette semaine, Benjamin, tu voulais nous parler de films qui n'ont rien à voir avec ceux d'aujourd'hui, mais qui sortent bientôt. C'est ça, parce que là, en mars, je suis pas, à part pour Dune, il y a quelques semaines, je suis pas trop allé au cinéma, il n'y avait pas grand-chose qui me disait... Alors, il y avait quand même deux films étrangers, La salle des profs, Oui. qui est un film allemand et qui était franchement excellent. Et ce film italien qui a eu un plus gros succès qu'Oppenheimer, qui s'appelle Il reste encore demain. Oui, il reste encore demain. Mais il n'est pas sorti encore, lui, non? Ah si, il est sorti, je suis allé le voir, ça fait je crois 2 semaines qu'il est à l'affiche. Ah, ok. Et pareil, vraiment assez fou comme film. Après, quand je dis pas grand-chose, évidemment, Voilà. c'est une façon de parler. Ce que je veux Pas dire, de c'est grosses que- sorties cinéma. Non. Alors, après, il y en a quelques-unes en streaming, on avait parlé de Ferrari la semaine dernière. Mais là, en avril, ça se carambole un peu. Alors, c'est un peu la faute de la grève des scénaristes et des acteurs, parce que plein de films ont été repoussés. Mais là, rien qu'en avril, alors le 3 avril, on va commencer par un blockbuster américain, donc Godzilla et Kong. Donc, est-ce qu'on peut faire plus blockbuster que ça? Je ne sais pas. Ton hypomètre sur une échelle de 1 à 5? 5, parce que je me dis, au pire, ça peut être con et rigolo, mais sans plus, quoi. Ah ouais, moi je suis à 0. C'est vraiment... Ouais, pour ça que 5, c'est un peu beaucoup. 5 sur 10, non. Allez, je dirais 4. En ayant eu Godzilla -1 cette année, qui était quand même un Oui. sacré film. Bien sûr, mais je pense qu'il faut pas avoir les mêmes attentes parce que c'est pas le même genre de film. Donc, ça veut pas dire qu'on accepte un truc médiocre, mais ce que je veux dire, c'est qu'entre un divertissement et un film, on va dire, un peu plus profond. On peut faire les deux. Oui, non, bien sûr. Starship Troopers, Voilà. dont on parlera tout à l'heure, mais vas-y, je te laisse continuer. Après, on peut avoir les deux films. Enfin, les deux genres de films avec les mêmes personnages. Voilà, on peut avoir deux sortes de Godzilla. Ouais. Mais bon, bref, le 10 avril, on a le prochain Ghostbuster. Mhm. Rien à foutre. Vraiment, Ghostbuster. J'ai pas vu le dernier là, mais... Voilà. Le 17 avril, on a deux sorties. On a Civil War, donc de Alex Garland, et Monkey Man de Dev Patel. Ça a l'air intéressant pour le coup. Ouais, franchement, très très cool, une espèce de film d'action indien, mais fait par Hollywood, enfin, parce que Dev Patel est dans le système hollywoodien. À la base, le 17 avril, il devait aussi y avoir un film d'horreur argentin qui s'appelle When Evil Lurks, qui a un gros phénomène qui sortait en France là, le 17 avril. Sauf que le distributeur a décidé de le repousser parce qu'il y avait trop de grosses sorties ce jour-là. Donc on peut comprendre le fait que
pour s'assurer un bon avenir et un nombre de copies plus élevé aussi, Ouais. de sortir après ces blockbusters-là, donc il va sortir début mai, je crois. Le 19 avril, on a The Ministry of Ungentlemanly Warfare, donc c'est très chiant à dire, qui est le dernier film de Guy Ritchie, donc, et qui sort au cinéma, parce qu'il me semble que ces 2 derniers étaient sortis sur Prime Video. Et en parlant de plateforme de streaming, on a aussi le 19 avril Rebel Moon partie 2. J'ai pas vu le 1 parce que bon, j'ai pas envie de souffrir peut-être. Moi j'ai souffert avec le 1. J'avais un peu de curiosité parce que je me suis dit, c'est Zack Snyder, ça peut être sympa. J'ai vu les critiques, je me suis dit, peut-être plus tard. Surtout qu'en plus, il y a encore le coup de, il y a une version longue en fait. Ouais. Le coup de la version Director's Cut, ça prend pas. Encore avec la Warner, je pouvais comprendre parce que les circonstances étaient particulières, mais là, tu vas chez Netflix, ils te proposent une liberté créative. Pourquoi tu l'as pas Enfin, c'est chiant à chaque fois, quoi. En plus, je crois la version longue, elle sort en avril ou quoi, alors que le film est sorti en décembre. Enfin bref, n'importe quoi. Le 24 avril, sur Prime Video, on a Challengers, donc le dernier film de Luca Guadagnino. J'espère ne pas avoir écorché son nom. Donc le réalisateur de Call Me By Your Name et Bones and All, donc avec Zendaya. Et le 26 avril, on a Boys Kill World, qui est un film d'action avec Bill Skarsgård, qui a l'air assez déjanté, pour le coup. Il y a une vibe un peu comme Blade. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Très cuir, déjanté, enfin un peu techno. Bon, ça a l'air, ça m'a intrigué. J'ai eu l'abondance, je me suis dit, écoute, pourquoi pas, ça peut être marrant. Sachant que son personnage, Bill Skarsgård, est muet dans le film, ou sourd-muet, enfin donc ça va être, Ok. Il y a de quoi faire, je pense. Et dans tout ça, c'est lesquels que tu vas voir ? Celui que j'attends le plus, je te dirais peut-être Civil War. Ouais. Ou Monkey Man. Challengers, pourquoi pas, parce que j'ai hâte de voir ce que va donner Zendaya, parce que voilà, c'est une actrice que j'apprécie beaucoup. Mais après, si on peut dire ce que j'attends le moins, franchement, Rebel Moon et Ghostbusters, parce que je pense que je vais pas les voir, enfin en tout cas pas les voir tout de suite. Mais voilà. Et toi ? Bon, pas grand chose, Civil War et peut-être le dernier Guy Ritchie, ça a l'air intéressant. Ouais. Après, ouais, il n'y a pas grand chose. Enfin, en tout cas, en termes de blockbuster, il n'y a pas grand chose qui me hype. Non. Je pense que je m'infligerai Rebel Moon partie 2 parce que j'ai vu le 1, donc au moins que ça ait servi à quelque chose de c'est ça, ouais. Tu tends l'autre joue. Non, vraiment, c'est infâme comme film. En tout cas, moi, cette semaine, je suis très content de mon choix de film, je te le dis. Donc, d'un côté, on a Starship Troopers, un gros actionneur de science-fiction, et Man on the Moon, un biopic sur un humoriste un peu particulier. Donc, est-ce que tu voudrais bien nous parler de Starship Troopers ? Oui, alors Starship Troopers, c'est un film qui est sorti en 1997, réalisé par Paul Verhoeven, qui est le réalisateur, entre autres, de Robocop, le premier, et Basic Instinct. Et donc cette histoire, on est dans le futur, voilà, où la Terre est régie par une société. C'est une société en fait totalement militaire, hein, c'est la corporation, enfin la fondation, la fédération, pardon, la fédération militaire terrestre. Et en fait, on suit donc un groupe de jeunes qui va du coup être diplômé de l'école, du lycée, et se lancer du coup dans cette armée à bras ouverts pour aller combattre un peuple alien qui s'appelle les Arachnides, pour la liberté, évidemment, pour le patriotisme. Voilà, parce que c'est ce qu'on veut après tout. Sauf qu'en fait, ces recrues vont se rendre compte que la guerre, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours beau. Ah bon ? Non, bizarrement. Et donc, tu n'avais pas vu Starship Troopers ? Jamais. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Écoute, j'ai plutôt bien aimé. Forcément, alors j'avais jamais vu, mais on m'en avait beaucoup parlé, forcément, pour le côté satire, qui critique le côté impérialiste des États-Unis, le côté un peu gendarme du monde, et aussi le côté, cette société qui est totalement fasciste, hein, mais qui comme tout bon fasciste, on va dire, qui se maquille, qui se déguise, et du coup les personnages l'assimilent en fait sans se remettre en question une seule fois, et les spectateurs aussi des fois, parce que il y a plein de gens à l'époque qui n'ont pas, même maintenant, qui n'ont pas capté le sujet. Alors surtout les gens qui l'ont vu petit, forcément. Ouais. Quand t'es petit, t'as pas ce genre de notion-là. Moi, ce qui m'alarme un peu plus, c'est quand des adultes ne voient pas le sous-texte. Ou au contraire, qui font un contresens. Parce que Oui. en fait, le livre, quand il est sorti à la base, qui s'appelle « Et toi, le garde à vous » en français, beaucoup de gens l'ont traité comme un livre fasciste, en fait. Comme, pourquoi est-ce que vous nous faites l'apologie du fascisme ? Pas du tout, c'est totalement le contraire. Les personnages le font, mais le film ne le fait pas. Bah oui. Mais bon, ça, évidemment, on en reviendra plus tard. Mais du coup, ouais, j'ai franchement bien aimé. Et pour un film qui a une trentaine d'années maintenant, presque, franchement, les effets spéciaux, numériques en tout cas,
Enfin, les effets spéciaux pratiques, évidemment, ont très très bien vieilli, parce que c'est fait par Phil Tippett, mais les effets spéciaux numériques, franchement, ont de la gueule. Hein. Faut savoir que c'est sorti avant Star Wars La menace fantôme. Alors, c'est peut-être mieux utilisé, forcément, mais je trouve que ça a plutôt bien vieilli, quoi. C'est pas trop dégueu, quoi. Mais franchement, ouais, c'est un film qui a une sacrée gueule visuelle, sacrée patine, et même si des fois ça a un peu vieilli, je vais pas dire mal, mais un peu, enfin, ça a un peu un style particulier, je trouve que ça colle vraiment avec l'ambiance du film, en fait. Donc à aucun moment c'est dérangeant. Oui, forcément, on peut pas nier que ça se voit que c'est un film qui est sorti il y a 30 ans, quoi, mais c'est pas un défaut pour autant, quoi. Ouais. Et Man on the Moon, du coup? Et Man on the Moon, c'est pas du tout un film de science-fiction, contrairement à ce que le titre peut laisser penser. Non, pas du tout, c'est un film réalisé par Milos Forman, alors qu'avait déjà réalisé Amadeus, par exemple, qui avait réalisé Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et c'est un biopic sur Andy Kaufman. Alors, on le connaît pas beaucoup en France, mais en fait, c'est un humoriste américain, avec un humour un peu particulier. En fait, c'est assez compliqué à décrire, on n'arrive pas toujours à comprendre ce qu'il veut faire passer comme émotion, ce qui doit être drôle, ce qui ne l'est pas. Il essaie d'ailleurs plus souvent de se faire rire lui-même plutôt que les spectateurs. Et donc on va suivre l'histoire de sa vie, de ses premiers stand-up, sa première apparition à la télé, ses succès et ses descentes. Mais ce qui est surtout marquant dans le film, en fait, c'est Jim Carrey. C'est le rôle qui est taillé sur mesure pour lui. Il exprime toute son excentricité, sa mélancolie. C'est un superbe rôle pour lui et probablement mon film préféré avec Jim Carrey. Carrément. Ouais. Ok. Honnêtement, j'aime beaucoup ce film. Je le trouve tellement attachant. Moi, c'est Sonic 2. Va te faire foutre. Écoute. On arrête là, hein, c'était cool, 10 épisodes, hein, on a fait une belle route. Hein, voilà. Et donc, pour toi, Benjamin, en quoi ces deux films se ressemblent ? Franchement, je joue carte sur table, hein, j'ai trouvé quelques points par-ci par-là, rien de très précis, mais voilà, parmi ces points-là, il y a les apparences, en fait, quel rôle on a dans la société et comment les gens nous perçoivent, en fait, comment on est censé rentrer dans un moule, parce que dans Starship Troopers, donc les héros, nos protagonistes, donc Rico, Carmen et compagnie, ils veulent s'engager dans l'armée parce que déjà ils ont le cerveau lavé par de la propagande, mais c'est surtout qu'en fait, il y a deux statuts dans cette société-là. Il y a citoyen et je sais plus ce que c'est là. Civil. Et civil. Et du coup, voilà, en fait, seuls les citoyens donc, qui ont effectué un passage dans l'armée peuvent avoir le droit de voter, peuvent se reproduire, peuvent avoir des enfants plus facilement. Ouais. Voilà, ils ont plein de droits que les civils lambda n'ont pas, déjà. Et Andy Kaufman, de son côté, donc, qui était un comédien, donc un comique, maintenant on a une image, voilà, le stand-up, tout ça. Andy Kaufman, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un comédien particulier qui a même été qualifié d'anti-comédien. Ouais. Voilà, il avait un humour très particulier et qui n'hésitait pas à susciter des émotions négatives, alors qu'en général, c'est tout ce que veut éviter un comique. Les patrons de la télé, son agent lui mettent la pression pour être un personnage qui, en fait, il n'est pas au fond de lui. Après, la différence, je trouve, entre Starship Troopers, c'est que Andy Kaufman, lui, se remet en question et lutte, en fait, contre, on va dire, cette société, ces dogmes, plus ou moins, quoi. Ouais. Des fois, il est contraint, mais il en a conscience, au moins. C'est l'idée globale, effectivement, quand on voit ces deux films. Effectivement, ils sont très très différents de par leur nature, mais leur thématique est assez commune. On est sur une lutte contre ce pouvoir, contre cette dictature de la pensée, contre ce contrôle des images. Et d'ailleurs, donc, les deux films commencent par des vidéos préenregistrées. Oui. Donc c'est une manière un peu particulière d'introduire, mais en même temps, on comprend tout ce qui se passe dans le film. C'est-à-dire que Starship Troopers commence par un film de propagande. Donc on te présente la menace, qui sont les insectes, et qu'il faut s'enrôler dans l'armée pour les anéantir, que... L'avenir de la planète en dépend. Exactement. Et avec même moi je m'engage dans l'armée, moi je m'engage dans l'armée, et puis le gamin qui apparaît, moi je m'engage dans l'armée, ça fait rire, c'est vraiment ça. On donne des armes à des gamins, regardez comment c'est vachement bien les armes. Ah ouais, c'est trop subtil, c'est trop subtil. Surtout que j'ai compté, hein, le gamin qui arrive, vont dire ah c'est trop cool l'armée, donc un enfant soldat, ça arrive je crois au bout de 40-45 secondes. Hein, ah oui. Il faut pas, bon. Et si à partir de là tu te dis bah oui c'est un film de propagande, tu es complètement passé à côté. On va dire que si t'es arrivé au cinéma en retard, voilà, il y avait de la queue au popcorn, allez, tu peux louper le message du film. Non. Donc Man on the Moon s'introduit avec une vidéo en noir et blanc de Andy Kaufman qui va un peu jouer avec le spectateur en disant il n'y a pas de film, le film est fini, il va jouer avec le générique et tout. Et justement après il va dire voilà, si vous êtes resté là, vous avez compris mon humour, c'est que vous pouvez regarder le film,
Ces 2 vidéos sont donc une excellente introduction pour comprendre, on comprend immédiatement. C'est presque du show don't tell, tu vois. On te montre donc un personnage avec un humour particulier auquel il va falloir s'y faire. On te montre un système fasciste et militariste et deal with it. Et du coup, les 2 films ont un rapport particulier au sitcom. Alors, dans Man on the Moon, dans ses premiers succès, après qu'il ait fait du stand-up et tout, on va lui proposer de jouer dans une sitcom qui s'appelle Taxi. Sauf que lui, il trouve pas ça bien. Il va vouloir détruire cette sitcom, notamment avec le personnage de Tony Clifton, qui est un personnage qu'il a créé, qui est très vulgaire, qui emmerde souvent. Ouais, je l'adore. Surtout en plus, dans Andy Kaufman, dans Taxi, on lui demandait de faire le personnage qu'il faisait déjà en stand-up. Ce qui peut être une hantise, encore une fois, pour certains comédiens, c'est d'être enfermé dans un seul personnage et de ne pas réussir à s'en défaire. Parce qu'au bout d'un moment, c'est trop tard et en fait, les gens ne demandent que ça. Mais même quand il revient sur scène, après on lui redemande de jouer ça. C'est ça. Et c'est dommage parce que tout le monde apprécie sa série. Oui. D'ailleurs, dans le film, on a le vrai casting de la série, avec Christopher Lloyd notamment. Alors il y avait Danny DeVito qui jouait dans cette série. Mais c'est ça, en fait, ce que je me demandais, putain, alors la série, je l'ai pas eu, c'est trop vieux et je connaissais pas. Mais je me demandais, tiens, est-ce qu'ils auraient pas recréé des plans de la série, parce que ça avait l'air, vraiment, c'était des situations très particulières. Ouais. Et je me suis renseigné, et en fait, effectivement, ils ont repris les acteurs et tout. Ok, c'est sympa, parce que je crois que c'est sorti combien de temps après la série 10 ans après, non, une connerie comme ça. C'est sorti jusqu'en 83, je crois. Ouais, ah oui, donc 15 ans. Il y a eu 5 saisons. Ouais. Voilà. Oui. Et donc, ce qui est notamment marquant, c'est que Christopher Lloyd, donc le Doc Brown de Retour vers le futur, bien sûr, il a joué dans cette série, Taxi, après avoir joué dans Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman. C'est le Formanception. Exactement. Ou le Miloception, comme tu veux. Et donc, dans Starship Troopers, on a aussi cette relation un peu bizarre avec les sitcoms, déjà parce que les 3 acteurs principaux sont issus de sitcoms à la base. Donc, on a Casper Van Dien, qui vient de Beverly Hills. Et qui est le père de Grace Van Dien, qui est Chrissy dans Stranger Things, dans la saison 4. Je sais pas si vous l'avez vu. J'ai même pas fini la saison 1, donc... Ah bon. Donc, les gens qui ont vu la série, forcément, voilà, c'est sa fille. D'accord. Petite anecdote. Mais du coup, elle aura eu une plus grande carrière que lui, probablement. Possible, on verra. On verra. On a donc Denise Richards, qui a aussi joué dans Beverly Hills, mais qui était connue pour Melrose Place. Oui. Donc c'est des séries qui ne sont pas forcément arrivées en France. Hein. Elle a joué dans un épisode de Friends aussi, où elle joue la cousine de Ross et Monica. Mais c'est un épisode très malaisant, parce qu'en fait c'est un épisode où en fait Chandler, elle, en tant que cousine de Monica, elle crèche chez eux, parce qu'elle a un problème d'appart. Et le truc c'est que Chandler, il est un peu en bas de sur elle, parce que bon voilà, c'est Denise Richards. Et du coup Monica dit bon tu vas aller dormir chez Ross. Et en fait, il y a ce moment où Ross aussi flash un peu sur sa cousine. Est en mode... à la fois, c'est très très drôle parce que David Schwimmer, donc, qui joue Ross, il joue très très bien. En même temps, je me dis, mais je comprends pas le délire. Mais voilà. Eh ben écoute, pourquoi pas. Ouais. Et donc, on a Neil Patrick Harris, oui. Avant de faire How I Met Your Mother, de jouer Barney, joué dans Dr. Doogie. Voilà. Et donc, on a ces 3 acteurs de sitcom qui sont les personnages principaux du film et qui vont, dans le début du film, jouer un peu une sitcom. En fait, on est dans une université, ils suivent des cours, ils font du sport, ils ont leurs amis, il y a un triangle amoureux qui s'installe et on a ce bal de fin d'année. Et le film, ensuite, va venir casser toute cette imagerie avec la guerre, la violence, le sang partout. Ouais. Et donc les 2 films tirent parti en fait de cette esthétique de sitcom pour dégager autre chose. Donc soit détruire cette imagerie et créer une anti-utopie, soit montrer la mentalité d'un personnage qui est à l'opposé du système dans lequel il vit. Si j'aime bien cette démarche de prendre des acteurs de sitcom qui sont tout beaux, tout pimpants, tout propres, tout lisses, pour leur faire vivre des situations un peu extrêmes. Alors je vais prendre l'exemple de Rollerball, pareil, où il y a Chris Klein qui joue le rôle principal et qui a joué dans American Pie et qui en prend plein la gueule dans le film. Et je trouve que c'est un truc qu'ils devraient faire maintenant, pareil, prendre des acteurs... c'est ce qui se passe dans Zendaya. Oui, c'est ce qui se passe un peu dans certains films d'horreur et tout, mais j'aime bien ce délire, c'est toujours efficace, on va dire. Quand les acteurs veulent casser leur image, alors pour le coup, à part Neil Patrick Harris qui a eu une vraie carrière après, Denise Richards, elle a continué à faire que de la comédie, en fait. Ou du mannequinat, voilà. Dans les 2 films, on a des personnages qui connaissent des énormes désillusions. Donc dans Starship Troopers, on l'a dit, on a ces films de propagande. En fait, on leur promet qu'en faisant le service fédéral, ils pourront devenir des citoyens et ne plus être des civils, de pouvoir se reproduire plus facilement, de pouvoir voter et être des héros, c'est vrai.
Et sauf que au moment où ils débarquent sur la planète avec des insectes, ils se font massacrer. C'est extrêmement violent, évidemment, assez plaisant à regarder, on va pas se mentir. Et le personnage d'Andy Kaufman, pareil, lui, il veut... alors il rêve pas forcément de célébrité, de tout ça, mais au moment où il arrive dans le show business, avec ses idées, avec tout ce qu'il a envie de faire, en fait, il va se rendre compte qu'on lui propose que des projets qui l'intéressent pas. C'est ça. Et que surtout, il va devoir se confronter au producteur, et ça lui convient. C'est un peu la carotte, c'est oui, si tu veux faire ton spectacle, mais pour le faire, il va falloir que tu fasses tel rôle dans telle série ou tel machin. On lui promet une émission à lui tout seul, et en fait, on ne va pas la diffuser parce que ça plaît pas au producteur. Et donc, dans les 2 films, on a des personnages qui traversent donc ces épreuves, mais dans tous les cas, ils gardent foi en leur objectif, ils ne se détournent jamais, et Johnny et Carmen, ils resteront toujours enrôlés dans l'armée, on le voit à la fin du film, ils sont toujours là, et Andy continuera de garder le même humour, peu importe, dans tous les cas, il se débrouille pour pouvoir jouer devant un public, mais il ne s'en détourne pas. D'ailleurs, c'est marrant parce que Johnny et Carmen, en fait, à la fin, ils participent à cette propagande. Ils deviennent eux-mêmes des outils de propagande, alors qu'ils ont vu un petit peu le vrai visage. Il y a un personnage qui me fait beaucoup rire, qui participe à cette propagande, c'est l'instructeur Zim, qui est joué par Glenn C. Brown, donc, qui, si vous ne le savez pas, c'est la voix du Captain Krabs en VO. Voilà. C'est un acteur que j'aime bien, qui a une belle gueule et que vous pouvez voir dans pas mal de séries. Une belle gueule, je sais pas, mais une gueule. Enfin, il a une sacrée gueule, quoi. C'est ça que voilà, je veux dire, c'est quoi. ça. Et j'aime bien son personnage, en fait, parce que finalement, il s'avère être un personnage... Au début, il est impitoyable, voilà. Il pète le bras d'un mec en 2, juste pour trouver son point. Ou alors, c'est l'instructeur dans l'armée, forcément. Voilà, il plante le bras d'un autre, juste pour... Mais voilà, c'est ça qui est drôle, voilà, c'est dans la surenchère. Et en fait, à la fin, c'est le seul qui vraiment se bat, enfin, à la fin, c'est le plus sympa, quoi. Le plus sympa possible dans ce monde-là, on va dire. Mais d'ailleurs, si je peux glisser une recommandation, Clancy Brown, il est dans Pet Sematary 2. Alors Pet Sematary, c'est un film qui est adapté d'un bouquin de Stephen King. Ok. Et donc il y a eu une suite qui était sortie dans les années 90. Et il a un rôle dedans, et sa performance c'est incroyable. Parce qu'il joue une espèce de zombie chelou, il est totalement en roue libre, et j'adore. Ok. Voilà. Pourquoi pas. Et oui, ce qui est intéressant avec Starship Troopers, c'est qu'on le vend comme un actionneur un peu bourrin, ce qu'il est, mais avec un propos de fond derrière, un peu comme l'a été Predator à une époque. C'est sympa, c'est un peu une manière de faire passer des messages, et en même temps... C'est ça, t'as raison, c'est comme Predator, c'est de monter, en fait, de faire croire à un genre de film au début pour tout casser, faire la moitié. Et pourtant, il se vend comme... il est vraiment aussi un actionneur bourrin. Bien sûr. Si tu veux ta dose d'action et de sang et de gore, franchement, tu l'as, quoi. Ça fonctionne très très bien. Mais tout à l'heure, je parlais des effets pratiques qui sont faits par Phil Tippett. Donc Phil Tippett, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un artiste qui a travaillé sur Jurassic Park, Star Wars. Enfin, c'est une légende en fait, des effets pratiques. Et il a sorti son seul film, je crois, l'an dernier. Il a mis 30 ans à le faire, c'est Mad God. Techniquement, c'est assez fou parce que voilà, c'est du stop motion et tout, c'était bluffant. Mais je t'avoue que je me suis un peu fait chier au bout d'un moment, vraiment. Alors je comprends à peu près ce que le film voulait dire. C'est juste que le film fait 1h23, et quand t'as l'impression qu'un film d'1h20 dure 3 heures, c'est pas bon. C'est un film de technicien, quoi. Voilà, mais je salue l'effort. Vraiment, à voir, pourquoi pas, si vous aimez bien ce genre de choses. Et donc, effectivement, le point le plus remarquable, c'est ce contrôle de l'image. C'est ce monde militariste et fasciste qui idéalise l'armée. Il faut se sacrifier pour sa patrie, il faut sauver ses amis. Vraiment, pas du tout le système américain actuel. Non. Et surtout, il faut écraser les ennemis. Il y a pas on pose des questions. Ouais. C'est suprématie totale. Et donc, on en a déjà pas mal parlé, mais les producteurs censurent Andy Kaufman. Ils veulent l'empêcher de revenir dans les émissions. Même son père, au tout début du film, l'empêche de s'exprimer, d'exprimer son imaginaire. Et pourtant, les personnages ne remettent jamais vraiment ça en question. Ils vivent avec, et donc soit ils n'en ont pas conscience, soit ils vivent avec. Après, on peut le voir d'un autre côté, c'est que donc, on l'a dit, pour les personnages de Starship Troopers, c'est normal, ce système-là. Et en fait, pour les personnages qui entourent Andy Kaufman, c'est normal. C'est comme ça que le système fonctionne, en fait. Il n'y a pas d'autre manière... Voilà, c'est obéir aux règles, où à un moment, son agent lui dit, si tu refuses ce rôle, c'est probable c'est très très probable que tu n'aies plus jamais une opportunité comme ça. Et donc, même si ça se fait à contre-cœur, tu es un peu obligé de choisir, quoi. Et ce qui reste, en fait, après ces 2 films, en fait, c'est qu'on n'a pas toutes les réponses. Par exemple, je vais te demander ton avis, qu'est-ce que tu en penses ? Dans Man on the Moon,
est-ce que Andy Kaufman, il est vraiment débile, ou est-ce que c'est un génie absolu de l'humour? Ou un entre-deux, tu peux faire de la nuance, hein, c'est bien la nuance. Ouais, je pense que j'aurais dit un entre-deux parce que peut-être que. Alors là, c'est diagnostic de merde, hein, de quelqu'un qui n'y connaît rien, mais peut-être qu'Andy Kaufman était un peu autiste ou quoi. Enfin, tu vois, quelqu'un qui a. En tout cas, quelqu'un qui a des problèmes à avoir des relations sociales, on va dire, plus ou moins normales, et qui les exprime d'une façon particulière. Alors lui, c'était sûrement par l'humour et par son humour à lui, ce qui fait que ça n'a pas rendu toujours les choses faciles. Enfin, on le voit, le fait de ne pas dire les choses quand il prévoit des coups ou des mises en scène. Enfin, voilà, ça peut être très handicapant, ces relations, et même ça fait chier, quoi, des fois, ce qu'on peut comprendre. Donc, forcément, je pense que pour avoir la carrière qu'il a eue, là, il y a forcément un talent. Oui. Mais voilà, je pense que, je sais pas à quoi c'est dû, mais forcément qu'il n'était pas comme tout le monde, mais ce n'est pas forcément un défaut, quoi. Justement, c'est le fait qu'il soit unique qui fait sa différence. Mais moi, ce qui m'en fout, c'est que dans ce film, il y a son pote, il le suit quoi qu'il arrive. Oui. C'est dans tous les délires, quand il veut se créer un deuxième personnage, il est d'accord. Alors que ça devrait être lui qui lui dit, peut-être que ça, quand même... Oui, calme. Non, il est en mode, ben oui, mais ça, c'est hilarant de faire ça. Mhm. Mais ouais, à aucun moment... Enfin, en fait, rarement, il pense à la réaction des spectateurs. C'est ça. Il pense pas dans un but mercantile. Lui, il est en mode, c'est drôle, je le fais. Oui. Alors que ça l'est pas forcément pour tout le monde. Mais ouais, il a un délire particulier dans lequel il faut réussir à rentrer. Et dans Starship Troopers, il y a une incohérence qui, moi, m'avait vraiment marqué en regardant le film. C'est que, donc c'est un film de science-fiction, Oui. et il y a un aspect scientifique qui ne colle pas. Oui. C'est que le point de départ du film, donc pourquoi est-ce qu'on part en guerre contre ces insectes? Ils ont envoyé un astéroïde Oui. sur Terre, et ils ont détruit Buenos Aires. Voilà, Oui. qui était la ville où vivaient nos personnages, parce qu'ils ne vivent pas aux États-Unis, ils vivent sur la planète, peu importe. Oui, c'est un système unifié, quoi, il n'y a plus de pays. Sauf que la planète des insectes, qui est donc la planète Klendatu, elle est à l'autre bout de la galaxie. Et ils ont envoyé un astéroïde. Sauf que au niveau des distances, ça colle pas. Tu peux pas envoyer un astéroïde à une distance, à un endroit aussi précis. Ne cherche pas à comprendre. Non, mais c'est... parce que je te jure, il y a un vrai truc à comprendre. Tu ne peux pas envoyer un astéroïde de manière aussi précise et qui mette autant de temps à voyager. En sachant que les personnages, eux, quand ils voyagent, pour aller sur la planète Klendatu, ils y vont pas comme ça en vélo. Oui. Non, ils passent en vitesse lumière. Oui. Et donc, la question, est-ce que c'est pas une manipulation du gouvernement, des humains, pour avoir un prétexte à faire la guerre, vu qu'on est quand même dans un système militaire, pour aller, pour être les seuls êtres vivants de cette galaxie, en fait. Je me suis posé la question. Bah oui, parce que dans le film, en fait, on te montre les insectes comme étant des méchants. C'est des méchants, ils ont pas du tout une forme humaine, voilà, ils ont 6 pattes, ou il y a une diversité assez colossale d'insectes, mais c'est des méchants, ils attaquent, ils réfléchissent pas. Et en fait, est-ce que les vrais envahisseurs, finalement, c'est pas les humains? Bah c'est ça, parce que la base qu'ils ont sur leur planète, c'est ça. Surtout qu'en plus, ils ont tout un cours dessus où on leur dit c'est des bêtes sauvages, ils ont juste l'instinct de tuer, en fait, pour eux, la mort, c'est un concept abstrait, enfin, vraiment, c'est de déshumaniser au maximum l'adversaire. Alors là, on peut se dire que ça marche, d'autant plus que c'est pas des êtres, on va dire, humanoïdes ou des animaux, on va dire, connus, mais c'est un peu ce qui se fait avec avec des ennemis, voilà, quand des armées ou même des milices vont face à eux, voilà, on leur dit non mais c'est pas des humains, c'est des êtres, entre guillemets, des êtres inférieurs, enfin, je veux dire, sans faire le point de Godwin, mais bon voilà, quoi, tu vois ce que je veux dire, c'est les nazis considéraient pas tout le monde comme égaux, enfin je vous apprends rien, mais voilà. Alors le point Godwin, tu peux le faire, parce que dans les making-of, Paul Verhoeven explique qu'il s'est complètement inspiré de la Seconde Guerre mondiale. Ah bah oui, mais quand tu vois les uniformes des pilotes ou quoi, ça, c'est des gros trench gris. Bien sûr. Voilà, c'est vraiment pas subtil, mais ce que je veux dire, c'est que... Tu veux dire que le film n'est pas subtil et qu'il y en a qui arrivent pas à comprendre le message? message? Non, je crois que je l'ai pas assez dit. Mais voilà, enfin, je sais pas pourquoi je prends de la mesure. Oui, voilà, c'est le même raisonnement que les nazis, quoi. Et pourtant, on vit quand même ils vivent dans cette société où les hommes et les femmes sont parfaitement égaux. Et notamment dans le milieu militaire, ils ont les mêmes grades, les mêmes postes, ils prennent leur douche ensemble, il n'y a pas de différence. C'est ça qui est marrant, voilà. Ouais. Comme c'est ce que tu disais, enfin ce que tu m'avais dit avant l'émission, c'est que et ce qui est vrai, c'est qu'en général, les films fascistes, évidemment, le patriarcat est d'autant plus mis en avant. Mais en fait, c'est quoi? Ils sont égaux devant le génocide? Enfin, Ben, je sais pas. Il y a aussi une question que je me pose, c'est que quand même, à un moment donné, dans le film, on voit des vaisseaux survoler la planète P,
Oui. avec des milliers d'insectes, et ils se font démonter à coups de napalm. Oui. Pourquoi est-ce qu'on envoie des troupes? Parce qu'après, ils envoient des troupes face au même nombre d'ennemis. Oui. Quelle est l'idée? Alors, j'ai vu une théorie Ouais. qui explique qu'en fait, la planète serait surpeuplée. Je crois que c'est mentionné à un moment donné dans le film. Et donc, ils poussent les gens à devenir des citoyens, parce que les citoyens, ce sont ceux qui peuvent se reproduire le plus facilement. Et donc, ils les envoient sur une planète, en fait, pour se faire génocider, globalement. C'est-à-dire que on résout le problème de surpopulation, à la fois en allant conquérir des nouvelles planètes où on pourra construire de nouvelles colonies, Oui. et à la fois pour ralentir un petit peu la démographie. Oui, ou de ne garder que les plus forts. Les plus forts, voilà. Et du coup, pourquoi on envoie les hommes et les femmes? Parce que comme ça, il n'y a pas de disparité démographique Exactement. parmi les sexes. Effectivement, on peut le voir comme ça, ouais. C'est pas totalement con. Ouais. Après, encore une fois, et j'avais lu ça aussi, c'est qu'en fait, les personnages, ils sont tellement brainwash par l'armée qu'en fait, on va dire que la notion du sexe, c'est... Bon, il y en a quand même un peu dans le film, enfin voilà, forcément, ils ont des relations et tout, mais c'est presque secondaire, en fait. C'est que des fois, t'as l'impression que c'est pas ça leur priorité, c'est vraiment pas de se développer grâce à leur travail, c'est de développer leur travail, en fait. C'est vraiment, ils vivent que pour leur carrière, et que du coup, c'est pas une... Il y a pas ce système de penser à sa carrière, ses enfants, quand t'es une femme, etc. Parce que de toute façon, tu n'as pas la tête à ça, en fait. Dans notre monde, c'est des fois ce qui pousse les gens à recruter des femmes, hein, c'est se dire, oui, mais attends, mais si elle a un enfant et compagnie, machin. Alors que si les gens n'ont pas ça en tête, parce qu'ils n'auront des enfants qu'après leur service militaire, Ouais. pourquoi s'emmerder à faire de la discrimination à l'emploi? Il y a plusieurs théories, mais c'est ça qui est bien avec ce film. Il y a aussi alors une scène coupée qui est assez intéressante dans le film. Alors au bal du lycée, à un moment donné, donc Carmen dit à Johnny, tu peux venir chez moi, mon père n'est pas à la maison. Oui. Donc ça renvoie un peu à cette idée de le père qui aime pas machin, et dans tous les cas il y a personne chez moi, on peut faire l'amour. Mais il y a une scène coupée qui va un peu plus loin que ça, où en fait on comprend pourquoi le père n'aime pas Johnny. En fait, les parents de Johnny, ce sont des civils. Oui. Ils sont riches, ils ont une belle maison. Et en fait, le père de Carmen, lui, est un citoyen. Et donc, il dénigre un petit peu les civils. Il dénigre ceux qui n'ont pas fait leur service militaire. D'accord. Ouais. Et donc, il y a ce conflit-là entre les citoyens, les vrais habitants de cette planète, et les civils qu'il faut un peu protéger. Ils font chier, quoi. Voilà. Ah, oui, non, effectivement. Ouais. Voilà. Donc, en tout cas, un film à découvrir absolument. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Bon, on a un peu moins parlé de Man on the Moon, mais Ouais, on a moins. c'est aussi qu'il y a un peu moins de choses à dire, on va dire. C'est que... C'est un film qui est plus classique. Après, c'est un film qui est à découvrir. Il n'y a pas forcément énormément à extrapoler sur le film. Mais c'est un film qui est vraiment passionnant et vraiment une très belle performance, très touchante de la part de Jim Carrey, qu'on a tendance à oublier. Voilà. On cite souvent Eternal Sunshine. Parce que ça a été un bid en fait quand il est sorti, et à l'époque c'était le premier bid de sa carrière, alors que dans les années 90, Jim Carrey il était au top, quoi. Ouais. Ouais. Et pourtant il a fait des... Oui, il a pas fait que des bons films, mais... Non, mais voilà, je trouve que... Enfin, en plus... C'est un film qui lui correspond tellement bien, je veux dire. Dans le tout début, quand le personnage commence à faire du stand-up, il fait des imitations d'Elvis Presley, ben c'est exactement comme ça qu'il a commencé, en faisant des imitations des présidents, en imitant donc Elvis, en imitant Clint Eastwood, enfin voilà, aller chercher ça sur YouTube, c'est vraiment... incroyable. Il est trop fort. Ouais. Et... D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que là, tu parlais de l'imitation donc d'Elvis par Andy Kaufman. C'est qu'à l'époque, Elvis, il était encore vivant. Et il a dit, c'est la meilleure imitation de moi que j'ai vue. Ah ouais? Voilà. Ok. Et pourtant... Il y a plein de gens qui l'ont imité. Parce que... Voilà, et avec toute cette mélancolie, c'est vraiment un personnage qui lui colle à la peau. Et en plus, il a fait un film qui est sorti sur Netflix en 2017, je crois, où justement, il revient sur son rôle et il a une réflexion sur sa carrière, sur... un peu deep. Je ne l'ai pas vu, je l'ai rajouté dans ma liste. Ouais. Mais ça a l'air assez intéressant, où justement il se compare à Andy Kaufman. Et c'est vrai que les parallèles sont vraiment, vraiment intéressants. En tout cas, 2 films à découvrir. Donc 2 films qui montrent un système très encadré, contrôlé. 2 films avec des personnages qui s'adaptent à cette situation. Sous la contrainte, consciemment ou non. Et 2 films qui posent des questions, 2 films qui ne donnent pas toutes les clés de réponse. Et donc 2 films que vous pouvez découvrir avec cette idée-là en tête, avec ces pistes de réflexion. En tout cas, merci à tous d'avoir écouté ce 10e épisode de Rien à voir les films. J'espère que ça vous a plu. Et donc pour la prochaine fois, on vous l'a dit, c'est vous qui allez choisir les films dont on va parler. Ça se passera demain sur Instagram. Enfin, le jeudi sur Instagram, le jeudi de la sortie.
Et en attendant, si ce soir vous n'avez rien à voir, vous pouvez retrouver Starship Troopers sur Disney+, un film à montrer à vos enfants, et Man on the Moon sur Amazon Prime Video et sur Mubi. Et bien évidemment, les deux films sont disponibles en Blu-ray et en DVD. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite. Ciao, bye. À la prochaine. Et voilà pour mon père. Et voilà pour mon grand-père. Tu n'as pas famille nombreuse, j'espère. Nous venons d'atterrir au centre de ce que les Starship Troopers surnomment Planète K, planète hostile à toute Un peu de silence. Mon père me donna un jour un conseil que jamais je n'ai cessé de tourner et de retourner dans mon esprit. Tâche de ne pas oublier que la plupart des gens vont jouir des mêmes avantages que toi. Un très grand merci. Pour vaincre l'ennemi, la science fédérale cherche de nouvelles façons de tuer les parasites. Le mercenaire arachnide ordinaire n'est pas très malin, mais si on le prive d'un seul de ses membres, il gardera 86% de sa combativité. Alors, elle a joué dans un film de Denise Richards, je sais pas si tu connais, Tammy et le T-Rex. Oula, le nom vend du rêve. C'est très très drôle. En fait, c'est un mec qui meurt, il se tue par un mafieux ou je sais plus qui. Et en fait, un docteur qui met son cerveau dans un T-Rex mécanique. Et du coup, il continue de vivre dans le corps d'un T-Rex. Et il essaie de se venger ou de résoudre un crime, je sais plus trop. Voilà. Et Denise Richards, c'est sa copine. D'accord. Voilà. Je te laisserai regarder.